pour être durable et pour rester, était non seulement remis en cause, mais était même pas du tout écouté. La conférence qu'on avait essayé de faire à l'issue de cette mission à Sciences Po Paris avait été rejetée au motif que l'économie circulaire n'existait pas et n'était pas un sujet, n'était pas un concept. Bien sûr, au-delà de la communication, les programmes de recherche à l'époque, quand on commençait à essayer, avec notamment l'ADEME, le ministère de la Transition écologique, à pousser des programmes de recherche sur les modèles économiques durables, n'avaient aucune ligne de financement. Ils en avaient déjà avec tous les axes de l'ADEME notamment, mais ils n'en avaient pas, à ma connaissance, sur les modèles économiques, les relations structurelles que vous évoquiez de la durabilité, qu'on appelle aujourd'hui économie circulaire. Quel chemin parcouru, du coup, quand on voit le programme H2020 qui aujourd'hui investit énormément sur l'économie circulaire, l'ADEME aujourd'hui en France, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, où des formations se sont développées. Alors on n'y est pas, c'est ce que je disais au début, mais quel chemin parcouru entre il y a juste quelques années et puis aujourd'hui où on a pas seulement des conférences, mais des députés qui s'en emparent et qui défendent un projet de loi aujourd'hui global sur l'ensemble de ces sujets-là. Donc c'était peut-être un point d'optimisme sur nos avancées, et en particulier en France, qui a quand même été pionnière sur ces sujets-là. Je pense bien sûr à l'obsolescence programmée, qui n'en finit pas de faire des échos et des rebonds un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, enfin pour apporter un dernier élément de réponse, des avancées législatives en termes de recherche, de prise de conscience, d'innovation aussi, avec des entreprises qui ont été mentionnées, qui sont intervenues notamment, qui ont commencé à proposer de nouvelles choses. Mais il y a aussi des choses qui marchaient déjà avant 2012 et qui continuent de ne plus bien fonctionner. Ça a été mentionné tout à l'heure par la personne chez Michelin. Vous avez des modèles économiques qui intègrent depuis plusieurs dizaines d'années, voire près d'un siècle, la durabilité. Pourquoi ces modèles économiques, alors qu'on n'a jamais autant parlé d'économie circulaire, continuent d'être attaqués de toutes parts par des structures dominantes linéaires au niveau économique? Et c'est là où l'attente est forte, je pense, vis-à-vis des structures législatives et de l'État dans son ensemble et des collectivités territoriales, parce qu'on a la preuve, non seulement économique, mais aussi écologique, que ces modèles existent. Mais où est la commande publique incitative pour ces modèles économiques, pour aller, encore une fois, au-delà d'une prise de conscience, mais déjà de soutenir non seulement les innovations, et puis tout ce qui existe déjà. Alors dans notre secteur, en tout cas chez Novaxia, ce sera mon dernier point, le bois notamment commence à être vraiment mis en avant. Il y a des économies d'échelle, et puis les concours comme Réinventer Paris, et puis ces déclinaisons nous ont permis de mettre en avant des structures bois et de remporter tout un tas de projets, justement grâce à des modèles économiques plus durables. Merci pour ces compléments de réponse. J'ajouterais juste aussi que ce qu'on observe à travers l'activité à HOP et le club de la durabilité, c'est bien qu'il faut réfléchir pour répondre à ces questions économiques et écologiques dans le cadre d'un écosystème, c'est-à-dire un fabricant qui va avoir un produit qui va être éco-conçu, conçu pour être robuste, fiable, réparable, va pouvoir être plus facilement réemployable, mis sur le marché de l'occasion, va plus facilement pouvoir être réutilisé dans l'économie d'usage. Le reconditionnement, le commerce d'occasion, c'est pas forcément la solution idéale, mais elle participe quand même au fait de pouvoir trouver des alternatives à des produits neufs qui épargnent quand même des matières premières. Donc il faut travailler avec tous les acteurs, mais les solutions sont certainement aussi diverses pour répondre aux besoins aussi qu'il faut revoir déjà dès la conception du besoin. Mais parfois, on a quand même encore des besoins et on peut avoir plusieurs modèles pour y répondre. Alors, on va prendre une toute petite dernière question ou deux. Mais... Laetitia, je pourrais répondre à la question sur la relation entre les industriels et l'ESS. Alors, si vous voulez bien, on prend juste une toute petite comme ça c'est vous qui concluez, et après on passe à la table ronde suivante pour ne pas
empiéter sur le temps de parole de nos futurs intervenants. Juste des interventions extrêmement courtes pour les bavards, s'il vous plaît, pour qu'on puisse avancer. Merci, bonjour. Je travaille moi pour l'association April qui promeut et défend le logiciel libre. Donc ma question va bien sûr porter sur la considération logicielle de l'obsolescence programmée qui a été abordée à assez peu de reprises, mais quand même notamment par monsieur, effectivement, que je vois là. Vous parliez, Madame la députée, de sécuriser certaines avancées au Sénat. On a notamment vu qu'il y a eu des avancées sur ces questions d'obsolescence logicielle. Malheureusement, il faut aussi le dire, contre l'avis du gouvernement lors de ces débats. Et je pense notamment à deux considérations qui paraissent essentielles, qui sont notamment, effectivement, il me semble bien, dans le livre blanc d'obsolescence programmée, sur la question des obésiciels, donc qui ralentissent considérablement la durée de vie, qui limitent la durée de vie de nos composants informatiques. Une considération qui va augmenter forcément avec le développement de l'Internet des objets, le logiciel étant présent dans de plus en plus des produits de nos produits. Et puisqu'on parle aussi beaucoup de réemploi, de reconditionnement, de seconde vie, de considération aussi de restrictions à l'installation de logiciels qui posent beaucoup de problèmes, qui empêchent l'installation de logiciels libres notamment, qui vont être moins gourmands énergétiquement et qui vont permettre aussi de faire tourner les machines plus anciennes. D'ailleurs, Pierre Ouzoulias, qui est un sénateur, avait parlé d'amendement Emmaüs, parce que c'est aussi une grosse une considération extrêmement importante de reconditionnement vis-à-vis de populations qui ne vont pas pouvoir aussi payer les licences, et pour qui l'utilisation de matériel informatique plus ancien va être extrêmement important. Il n'avait pas été considéré comme cavalier législatif, et pourtant on voit bien comment il s'insère dans ce projet de loi et de l'ambition de projet de loi qui est affichée. Donc voilà, d'avoir votre ressenti sur cette considération qui est l'obsolescence logicielle. Merci. Merci. Une dernière intervention très rapide. Très rapide. Adrien Montagu, cofondateur d'une société coopérative d'intérêt collectif, donc vous alliez rebondir sur l'ESS. Je suis en phase avec quasiment toutes les interventions qui ont été faites, de la pub à la décroissance, en passant par les logiciels libres. J'aimerais juste poser deux questions. La première, c'est quelle place pour l'économie de la fonctionnalité dans la feuille de route dans la loi économie circulaire? On va essayer de porter un amendement en ce sens parce qu'on pense que c'est essentiel. Et l'autre, c'est un peu évoquer l'éléphant au milieu de la pièce, parce qu'on a parlé d'étalement urbain, on a parlé de marché du textile, on a parlé de plateformes américaines. Comment on pourrait faire pour essayer de s'opposer à la stratégie d'envahissement du marché public français par Amazon, qui va complètement détruire l'intégralité de la concurrence, en faisant du dumping social, en faisant du dumping environnemental. Et ça, c'est quand même un enjeu fort, parce que moi, je suis d'avis que c'est hyper important de proposer des solutions, d'être constructif. C'est ce que je fais avec ma coopérative. Mais d'un autre côté, si on a des acteurs tels que celui-ci qui arrivent et qui détruisent tous les efforts qu'on a mis en place pour tendre vers une société soutenable, eh ben, ça n'aura pas de sens que de s'engager dans cette démarche-là avec tout ce qu'on fait là. Merci. Merci pour ces... Si j'ai bien compris, j'avais un enjeu de synthèse à répondre à l'ensemble de ces questions. Je vais essayer de faire vite. Je voudrais, sur le sujet de la commande publique, dire qu'il y a un sujet dans le projet de loi qui est lié à ça. Il y a en réalité beaucoup de tentatives de députés qui sont déjà passés dans des textes. Et il y a une multitude d'essais qui ont déjà été faits qui ne sont pas opérants aujourd'hui. Donc la difficulté, un peu dans le besoin de sécurisation, j'ai en tête par exemple qu'il y a déjà dans le texte le fait, enfin, dans la loi, de dire que les institutions publiques doivent avoir 80% de véhicules électriques. Et en fait, c'est déjà passé. Donc il y a l'intention vertueuse et puis il y a la réalité qui n'est pas possible. Donc aujourd'hui, techniquement, on a un vrai sujet sur la réalité juridique. Donc j'ai envie de dire que ça ne fait pas de débat sur le levier. Tout le monde est d'accord. On n'a pas aujourd'hui l'écriture technique qui permet de le rendre réalisable et les moyens de contrôle pour ça. Donc du coup, encore sur le sujet qui est le nôtre, on va travailler dans ce sens-là pour trouver un bon équilibre. On dit souvent ça, mais c'est ça le sujet. On sait que c'est un levier, quoi. Sur la partie ESS et les relations liées aux industriels. On a déjà beaucoup de REP qui existent et en fait on part de cette quelquefois des relations ou moins bonnes relations entre les industriels. Clairement, je voudrais redire l'intention de la REP. Une REP, elle a pour vocation
d'obliger finalement les acteurs du marché, les industriels, à prendre une plus grande responsabilité dans le cycle de vie. Et déjà dans les REP existantes, on a des sanctions. Et le problème qui est posé par votre question, c'est de dire comment on renforce ça. Dans le texte, la disposition que je vois la plus efficace, c'est l'ouverture des données, parce que jusque-là, on s'est buté au fait d'avoir les données pour la réalisation des sanctions. Donc la réponse est celle-ci. Donc en tout cas, je regarde comme ça rapidement à vous répondre, c'est cet élément-là qu'il faudra pouvoir sécuriser et qui me paraît être ce qui va permettre à l'ESS d'être plus respecté. En tout cas, on dit souvent que, enfin moi je ne veux pas trop développer, mais on a le souci. Dans le parallèle, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé dans la loi Elan sur la rénovation énergétique des bâtiments sur la partie tertiaire. Et on voit bien qu'il faut arriver pour que l'élan soit fait, qu'on ait la sanction qui soit sanction possible. J'ai souvent l'habitude de dire il n'y a qu'en écologie qu'on parle de l'écologie punitive, alors que finalement la loi elle autorise ou elle interdit des choses. Donc du coup, l'ouverture des données me paraît être quelque chose de positif dans ce sens-là. L'obsolescence logicielle. Alors, l'obsolescence logicielle, finalement, c'est arrivé au Sénat, mais ça peut être travaillé véritablement. Donc, je ne suis pas une technicienne des éléments, mais je sais qu'à la fois les députés qui sont sur les sujets du numérique et en lien, en poussant avec le ministère de Cédric O, une volonté de faire avancer. Donc, je peux simplement vous inviter à si ce n'est pas déjà fait, identifier les députés. Je veux bien être l'intermédiaire de ça. Il y a une vraie volonté à ce qu'on travaille plus pour que ça intègre mieux le projet de loi et le dédier au travail législatif. Je n'ai pas de réponse plus technique que ça, mais vous dire qu'il y a un ensemble de députés qui sont mobilisés pour faire avancer le texte. Et je pense que c'est juste arrivé par le Sénat, par un petit bout, et qu'on peut certainement aller plus loin dans ce travail-là. Voilà. Ah non, pas douter, oui. Merci beaucoup. Donc, vous aurez le mot de la fin. Et merci à tous d'avoir suivi cette table ronde. Merci à nos intervenants. Et nous laissons maintenant la place aux intervenants suivants sur la réparation. Merci. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente, Émile Meunier, je suis avocat et j'ai aussi cofondé HOP à ses débuts et que j'accompagne maintenant en conseil et dans le comité des experts. Alors je suis particulièrement ravi de présenter cette table ronde sur la réparation, le pilier de l'économie circulaire, parce que la réparation c'est l'un des secteurs où on peut facilement faire converger plusieurs intérêts. L'intérêt environnemental, on voit bien que lorsque on prolonge la durée de vie d'un produit, on pense aux gros électroménagers notamment, eh bien, ça permet d'économiser et la matière, et le CO2, et les produits polluants, et tout ce qui a été mobilisé pour fabriquer le bien neuf. Donc il y a un intérêt environnemental, il y a évidemment un intérêt en termes d'emploi et d'activité, puisque la réparation, ce sont des emplois sur nos territoires, qui permettent de créer du lien aussi avec la population. On pense aux ateliers d'autoréparation et également la réparation c'est bon pour le pouvoir d'achat puisque lorsqu'on répare souvent c'est des économies faites sur les produits neufs. Donc pour parler de la réparation de ces blocages et surtout comment est-ce qu'on peut avancer, j'ai le plaisir d'avoir à cette table ronde Erwan Fanja, coordinateur de pôle Direction économie circulaire et déchets à l'ADEME, Christian Brabant, directeur général de l'éco-organisme ESR, Pierre Lemaire, responsable SAV Corporate d'ADEO, qui est la holding de beaucoup de sociétés dont Leroy Merlin, Geoffroy Malater, fondateur et directeur général de Spareka, spécialisé dans les pièces détachées, et Ondine Dunblock et Jean-François Gomez Nobella qui vont nous parler du projet La Fabrique.
Je tiens à vous présenter mes excuses pour la parité. Je me rends compte en lisant en lisant les noms, mais écoutez, ça va être tout aussi intéressant. On va commencer par vous, Erwan Fanja. L'ADEME est très active. Alors là, vous étiez vraiment, moi qui m'intéresse sur ces sujets depuis 2011, je lis avec gourmandise à chaque fois les rapports de l'ADEME. Pourquoi est-ce que vous êtes positionné sur ce sujet et comment est-ce que vous permettez sa promotion? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis effectivement Erwan Fanja, je travaille à l'ADEME au sein du service produits efficacité matière et qui fait partie de la direction économie circulaire et déchets. Et donc dans cette direction, on travaille évidemment sur l'économie circulaire et les questions d'allongement de durée de vie des produits et de réparation sont au cœur de l'économie circulaire, au même titre que les questions de sobriété, pour répondre aussi à la question et l'intervention de tout à l'heure. Donc ces questions de réparation, on y travaille depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc on mène un certain nombre d'études avec l'ensemble des acteurs sur ce sujet. Donc des études d'observation, avec notamment le panorama de la réparation. On doit être à notre 3 ou 4e édition du panorama, ce qui nous permet aussi de suivre l'évolution des métiers de la réparation en France. Des études aussi de perception, des perceptions de la réparation, donc notamment la question de l'autoréparation avec une étude qu'on a menée avec Spareka. Une étude aussi quali auprès des réparateurs, et puis une étude qu'on mène assez régulièrement sur la perception de la réparation par les consommateurs. Et donc on a mené, là on est en train d'analyser les résultats d'une nouvelle étude de perception qu'on a menée avec Fnac Darty, et donc les résultats devraient sortir en novembre prochain. Et puis on s'intéresse aussi à ce qui peut se passer en Europe, voire dans le monde. Donc on a mené une étude de benchmark sur ces questions de réparation. Et puis des études qui sont plus prospectives, avec notamment la question de l'impression 3D et comment est-ce que l'impression 3D va pouvoir favoriser la réparation. La question aussi des objets connectés qui arrivent massivement dans les équipements de la maison. Et cette question des objets connectés, elle impacte plus particulièrement la formation et les métiers des réparateurs qui vont être vraiment impactés et qui vont devoir changer et élargir leurs compétences. Et puis nous venons de lancer une étude avec un certain nombre d'acteurs sur l'intelligence artificielle et comment est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir favoriser l'information du consommateur et puis développer aussi ces questions de réparation. On voit de plus en plus d'intelligence artificielle utilisée notamment dans le service après-vente. Et puis il y a une question qui est aussi très importante et dont nous essayons de travailler, c'est la question de l'évaluation environnementale et l'évaluation environnementale notamment de l'allongement de la durée de vie des produits. Parce qu'on est convaincu qu'il faut massivement allonger la durée de vie des produits, mais on se pose la question quand même en fonction de la typologie de produit, si le produit, son impact environnemental est essentiellement lié à sa phase de fabrication ou essentiellement lié à sa phase d'usage, la question se pose différemment. Donc cette question de l'évaluation environnementale, on finalise 2 études, une qui sera bientôt disponible sur notre site internet, qu'on a menée avec l'agence qualité construction, sur une évaluation environnementale d'action de réparation versus remplacement à neuf d'équipement du bâtiment. Et les conclusions sont un peu contre-intuitives, puisque par exemple sur les pompes à chaleur et sur les chaudières, quand on remplace par un équipement qui a des performances énergétiques supérieures à 5% de l'ancien appareil, ben il est préférable de remplacer d'un point de vue environnemental et d'un point de vue économique aussi
plutôt que de réparer. Et puis une deuxième étude que nous sommes en train de finaliser et qui sera disponible également au mois de novembre, sur l'évaluation environnementale d'un allongement de la durée de vie de 30 produits des ménages. Et donc voilà, nous finalisons cette étude, et cette étude sera présentée juste en amont d'une très grande campagne de communication qu'on va démarrer sur la question de la réparation et de l'allongement de la durée de vie à partir de fin novembre prochain. Donc l'ADEME va beaucoup communiquer dans les mois à venir sur ces questions-là. Alors, toute cette expertise, en fait, nous a amené, notamment dans les réflexions qu'on a eues autour de la feuille de route et économie circulaire, à animer un groupe de travail sur la réparation avec 25 propositions qui ont été faites par ce groupe de travail et qui ont notamment été proposées par l'ADEME. Je vais en citer 3. Il y a d'abord l'indice de réparabilité, mais Madame la Ministre en a parlé en introduction. Le deuxième peut-être qui me semble important, c'est de travailler sur un annuaire de la réparation. Là, la dernière étude de perception auprès des consommateurs, quand on pose la question aux consommateurs, quel est le frein principal à la réparation, ce qui arrive en deuxième avec 86% des sondés, c'est d'avoir une connaissance des réparateurs près de chez eux. Donc cette question d'un annuaire national de la réparation, elle nous semble centrale. Et puis un autre exemple, parce que ça montre aussi tous les travaux qu'on peut mener depuis pas mal d'années, c'est la question de la filière des pièces détachées de réemploi. On a commencé à travailler cette question en 2013 avec le GIFAM, avec Agora, ensuite avec Écosystème ESR et puis avec Envie. Et nous en sommes à la 3e étude. Et ces 2 dernières années, 3 pilotes ont été faits par Envie à Strasbourg, à Nantes et à Lille pour tester cette question justement de filière de pièces détachées de réemploi, comme ça peut se faire de manière industrielle maintenant dans la filière VHU, donc véhicules hors d'usage. Et donc les enseignements montrent qu'il reste encore pas mal de travail, notamment sur le référencement des pièces, sur la traçabilité, et puis sur des outils de gestion informatique. Très bien, alors justement vous en avez parlé, l'indice de réparabilité. On voit que c'est un peu présenté comme une mesure phare du projet de loi économie circulaire. Alors ça permet de répondre à quel problème, et est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer concrètement comment ça va fonctionner, dans quel délai, qu'est-ce que peuvent attendre les consommateurs et évidemment les vendeurs, comment doivent-ils se préparer à ce petit bouleversement? Alors cette question effectivement de l'information du consommateur, elle nous semble centrale. Il y a une vraie asymétrie d'information entre ce que connaît le fabricant et ce que connaît le consommateur. Et notamment, il n'a jamais, aucune information sur la durabilité des produits ou sur la réparabilité des produits. Donc cette question de l'information sur la durabilité notamment des produits, ça fait pas mal d'années qu'on fait ces propositions, et on a commencé à travailler sur la question de l'indice de réparabilité, donc qui serait une information simple pour le consommateur sur la réparabilité de son produit. Donc il y a des groupes de travail qui sont actuellement en cours. Madame la ministre les a présentés, mais c'est 5 familles de produits qui sont les lave-linges, les smartphones, les télévisions, les tondeuses à gazon et les ordinateurs portables. Et donc l'idée, c'est d'avoir de manière simple et puis aussi facilement contrôlable une information sur la réparabilité des produits avec des critères génériques à toutes les familles de produits. Donc on aurait 5 critères en tout, et puis un critère qui peut être spécifique au type d'équipement. Donc les grandes familles de critères, c'est les critères sur la documentation, la durée de disponibilité de la documentation pour les réparateurs,
Et puis aussi la question des instructions d'utilisation et de l'entretien. Cette question de l'entretien, elle me semble aussi cruciale dans l'allongement de la durée de vie des produits. Il y a pas mal de chiffres, et notamment l'étude que vous venez de sortir sur les lave-linges montre que plus de la moitié des pannes, c'est pas des pannes, c'est dû à un mauvais entretien. Donc cette question, elle est quand même importante. Une autre famille de critères, c'est la question du démontage des pièces, la facilité de démontage. Et donc là, il y a encore beaucoup de travaux à faire pour démonter un certain nombre d'équipements et voir à partir de quand on estime que c'est facilement démontable et à partir de quand ça ne l'est pas. Et puis les outils, quels sont les outils? Est-ce que c'est des outils qui sont accessibles à tous ou est-ce que ce sont des outils propriétaires? Et puis la question de la pièce détachée, qui est aussi centrale, la disponibilité des pièces détachées et puis les délais de mise à disposition. La question du prix, qui revient dans nos enquêtes de perception auprès des consommateurs. Je disais tout à l'heure qu'un des freins, c'était la connaissance des réparateurs, mais le frein qui sort en premier avec 89% des opinions, c'est la question du prix. Et puis un dernier critère qui serait un critère spécifique, notamment la question logicielle pour les appareils numériques. Et en un mot, les ateliers de travail avancent bien. Vous pensez pouvoir atterrir je crois que la loi prévoit en 2021. La loi prévoit au 1er janvier 2021 et effectivement là il y a une réunion dans 15 jours qui va se faire et les ateliers avancent bien. Oui. Bon, il reste encore du travail, mais comme toujours, ça avance. Je vais maintenant poser la question à Christian Brabant, donc, qui est directeur général de l'éco-organisme ESR, alors plus connu Écosystème. Vous êtes en charge de toute la fin de vie des déchets électriques et électroniques. Alors peut-être pour les experts, un éco-organisme c'est clair, mais rappelons quand même l'importance de l'éco-organisme à la fois sur la fin de vie, mais aussi, et vous en faites partie, sur le développement du réemploi et de la réparation. Oui, alors ESR réunit Écosystème et Recilum, donc, qui est plus dédié aux lampes et aussi aux D3E professionnels. Alors c'est vrai qu'à l'origine, on est plutôt dédié à la fin de vie, c'est-à-dire que nous, on arrive en fin de période, et dans la hiérarchie, il y a d'abord la réparation, le réemploi, la réutilisation, et puis après recyclage matière, et au final, valorisation énergétique et déchets ultimes. Donc on s'est attaché dans un premier temps à bien faire ce travail sur la qualité du recyclage et les investissements. Mais dès l'origine aussi d'Écosystème, en 2006, on a inclus l'économie sociale et solidaire, le réemploi avec Emmaüs et la réutilisation avec Envie dans le dispositif. Aujourd'hui, on fournit à peu près 10% de volumes que l'on réceptionne sont remis soit à Envie, soit à Emmaüs, soit aussi à d'autres organisations, ressourceries ou même des émanations des restos du cœur qui ont besoin de stocker du froid et qui récupèrent des réfrigérateurs ou des congélateurs pour les réparer. Donc ça a été mis en place dès l'origine. En parallèle, on agit quand même beaucoup pour essayer de commencer, parce que l'enjeu d'une REP avec un éco-organisme, c'est qu'on est dans un système qui est collectif, qui a des intérêts et des avantages, c'est-à-dire qu'on mutualise tous les coûts de transport et ainsi de suite, donc on économise du CO2, plutôt qu'un propre fabricant aille chercher ses propres produits. Alors c'est possible dans certains domaines, mais c'est majoritairement on est dans des systèmes collectifs. Et donc dès 2010, dans la filière des 3E, et c'est la première filière en France mais aussi en Europe, à mettre en place la modulation. La modulation, c'est comment dans un système qui est collectif, individualiser et récompenser des producteurs qui font un effort d'éco-conception. Donc on a mis en place des critères qui étaient liés à différents sur les polluants, la capacité de reprise de matières plastiques recyclées. C'est aussi des éléments liés à la réparation et réparabilité. Mais on manquait de moyens quand même assez solides. Et c'est pour ça qu'on a salué tous les travaux sur les critères de réparabilité
Et en plus, dans une dimension qui se veut européenne. Nous, on a toujours poussé à ce que les critères liés à la modulation soient des critères européens. Je vais prendre un exemple. Un fabricant de téléviseurs connu, très connu, 3% de ses ventes sont en France, et la capacité d'influencer l'éco-conception d'un fabricant qui est basé en Corée sur 3% de ses ventes est assez faible. Donc on a beaucoup été l'avocat de mise en place d'une dimension européenne et d'harmonisation. Et je salue les travaux qui viennent d'aboutir dans le domaine de l'éco-conception, puisqu'il y a une règle, je ne sais pas si c'est une réglementation, en tout cas des règles qui ont été mises en place, qui ont été publiées il y a 2 jours sur l'éco-design. Et pour la première fois, dans je ne sais pas si c'est une directive ou un règlement, est introduit des notions liées à la réparation, la réparabilité et la durée de vie. Et c'est une première fois, il faut le saluer. Et notamment, c'est une base sur laquelle les critères liés, qui ont été travaillés dans le cadre de la réparabilité, se sont inspirés de ces travaux. Et c'est très important parce que du coup, on se donne une plateforme qui va au-delà de la France et qui est une plateforme européenne. Parce que derrière, ça sera la capacité d'influencer vraiment sur les producteurs avec un marché qui, si les acteurs sont qu'européens, 100% de leur marché. Et si les acteurs sont mondiaux, au moins une vingtaine de pourcents du marché. Et là, ça commence à compter. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est vraiment impliqué dans ces travaux sur la réparabilité, même si, en tant qu'éco-organisme, on n'a pas dans notre mission la réparation. On a des actions de prévention, donc typiquement réemploi, réutilisation, mais la réparation, elle est vraiment du domaine des acteurs économiques, fabricants et distributeurs ou réparateurs indépendants qui agissent. Néanmoins, les critères de réparabilité nous permettent de mettre une modulation parce que celui qui définit la facilité de réparation et l'intégration de ces domaines, c'est quand même le fabricant et le concepteur de produits. Et c'est donc par la modulation qu'on a un levier pour inciter ces producteurs et fabricants à mieux intégrer les notions de durée de vie dans la fabrication des produits. Bon, certains le font, d'autres, mais on a typiquement, par exemple, la disponibilité de pièces détachées. Ça fait partie notamment des critères qui ont été définis au niveau européen, là, très récemment, mais on avait déjà anticipé ça. Et aujourd'hui, un fabricant qui met à disposition des pièces détachées plus de 10 ans, eh bien, il a un bonus sur les lave-linges et la vaisselle. Enfin, voilà. Donc, il a un coût moins élevé de contribution. Et donc, ça incite les fabricants à construire des biens plus durables. Alors, ça va inciter si on arrive à être dans une dimension européenne, ce qui n'était pas le cas parce qu'on était un exemple unique en Europe. Et on a beaucoup agi au niveau européen en ayant des équipes investies, notamment dans la définition de ces normes. J'en vois ici dans la salle, collaborateur de SR qui est très impliqué au niveau européen pour contribuer à ces travaux, mais aussi auprès de la Commission européenne. On est intervenu à plusieurs reprises et ça a été repris dans la directive cadre déchets. Il y a cette incitation justement à la réparation, enfin prendre en compte par les éco-organismes des impacts sur la durée de vie et le prolongement en mettant la modulation. Et je travaille pas mal je suis très impliqué au niveau européen avec mes collègues européens sur ces sujets pour voir comment ils vont le déployer dans leur pays. Mais c'est quelque chose de nouveau pour eux. Donc on a bien noté l'importance de se mettre, d'être cohérent sur les critères de réparabilité, à la fois pour définir un indice, une modulation bonus-malus. Et ça, à l'échelle européenne, effectivement, je pense que c'est un message important à faire passer. Alors j'ai vu qu'au Sénat, les sénateurs ont été presque révolutionnaires. Et c'est tant mieux, puisqu'ils ont largement poussé pour améliorer la loi sur les questions de lutte contre l'obsolescence programmée. Et parmi les amendements, il y a un amendement qui a été proposé par HOP, mais je crois en collaboration avec les Amis de la Terre et puis des entreprises également, qui propose un fonds réparation. Alors si j'ai bien compris, il y a peut-être une petite partie de l'éco-contribution qui viendrait financer les réparateurs qui seraient labellisés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment vous accueillez cette proposition? Est-ce qu'elle doit être maintenue à l'Assemblée nationale? Alors, la réparation est un élément clé et je vais vous citer deux exemples de 2 produits et j'ai entendu ce que disait
Régis de Fnac Darty sur ce sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le prix de la réparation en France, il est concurrencé avec des produits qui peuvent être fabriqués dans des pays à bas coût. Juste, on a fait une étude en interne, hormis les produits du sanitaire et thermique, c'est-à-dire les ballons d'eau chaude, les chauffages et la climatisation, seulement 3% des produits vendus en France sont fabriqués en France. Pour vous donner l'impact, c'est extrêmement faible. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'industrie de produits électriques et électroniques, quasiment pas. Alors, dans le domaine professionnel, oui, on a des leaders, Schneider, Legrand, ainsi de suite. Mais dans le domaine des produits de grande consommation, à part des SEB, Atlantique, qui a fait une reconversion de la machine à laver au chauffe-eau électrique, donc on a très peu. Et donc, la réparation est concurrencée. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le coût de la main-d'œuvre fait qu'il faut trouver un moyen de diminuer les coûts de la réparation. Alors, aussi, un autre exemple, on a vu que la réparation pour les lave-linges est de plus en plus concurrencée parce que la baisse régulière des prix des lave-linges fait qu'à un moment donné, on se trouve dans le système, il vaut mieux racheter un neuf que réparer. À l'inverse, sur les téléphones mobiles qui ne se réparaient pas du tout, une étude récente faite par la FNUM en coopération avec les éco-organismes montre que, alors c'est probablement grâce, mais entre guillemets, c'est la montée en prix des téléphones a fait que la réparation est montée en puissance, le reconditionnement. On évalue entre 5 et 9 millions de réparations de téléphones mobiles, smartphones, chaque année aujourd'hui. Donc ce qui est énorme. Alors qu'il y avait, il y a quelques années, il n'y avait pas de réparation. Donc on voit qu'il y a un lien entre le prix du produit et le coût de la réparation. Donc il faut trouver des solutions au coût de la réparation. On a toujours été en soutien, mais ce n'est pas notre domaine, c'est celui des fabricants, des distributeurs et des réparateurs, d'une baisse de la TVA et de faire une TVA réduite. C'est des emplois locaux et c'est important. Parce que sinon la concurrence c'est avec des emplois de nouveaux produits. Et sinon, d'intervenir avec les chèques emploi-service, c'était d'autres propositions qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas été reçues. Donc il y a cette idée d'un financement d'un fonds réparation. Alors on en a parlé avec les Amis de la Terre, Hop, Fnac Darty, Fedelec. Quelle pourrait être une solution, ce qui n'est pas simple parce que les réparations, on parle de millions de réparations quand même. Hein. Pour les gros électroménagers, c'est 7 millions de réparations par an. Pour le téléphone mobile, je vous disais, c'est de 5 à 9 millions. Donc très vite, ça peut être des chiffres. Si vous mettez 20 € sur 10 millions de réparations, c'est tout de suite 200 millions. Nous, notre budget, les contributions payées par les fabricants, les metteurs en marché, c'est 200 millions. Donc ça veut dire qu'on est sur des amplitudes qui pourraient être énormes. Donc voilà, il y a tout un travail à faire. Moi, je pense qu'en plus, mettre en place un système de fonds réparation, ça veut dire que si on réduit le coût des réparations, et ça serait une organisation à part, hein, on interviendrait potentiellement dans une part de financement, c'est comment gérer ce système, parce qu'il faut valider qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine, qu'il n'y ait pas des organisations qui inventent des réparations pour toucher 20 €, 30 €, enfin, et donc il y a besoin de mettre en place un système de contrôle. À l'inverse, la TVA, c'est quelque chose qui est très simple à appliquer. Mais pour la TVA, on a besoin de changer les directives. TVA, c'est... Non, c'est tout à fait possible. Ça existe dans certains secteurs. C'est juste, il faut convaincre Bercy. D'accord. Ils ne sont pas simples en ce moment. Merci beaucoup. Pierre Lemaire, vous êtes responsable donc, du service après-vente de ADO. On connaît tous Leroy Merlin. On est tous allés chercher des planches pour faire une étagère un dimanche grâce à vous. Alors vous êtes mis vraiment là, j'ai l'impression, vous avez pris la vague de la réparation, vous mettez ça en avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et pourquoi est-ce que vous avez senti qu'il fallait aller dans cette direction? Très bien, bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Lemaire. Ma mission chez ADO, c'est de structurer le service après-vente, le métier du SAV et de la réparation avec l'ensemble de nos enseignes partout dans le monde. Ma deuxième mission, c'est de structurer le SAV et la réparabilité de nos marques propres, qui sont de nouveaux produits, un nouveau métier pour nous. Alors, pourquoi en avant sur la réparation? Les collaborateurs qui travaillent dans nos enseignes
sont les gens de la société civile, et c'est eux qui nous disent que réparer les produits plutôt que les jeter, personne n'est fier d'échanger un produit aujourd'hui à un client, que ce soit sous garantie ou hors garantie, alors qu'on pourrait le réparer avec la présence d'une pièce détachée. Ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait au-delà de ça et concrètement pour développer la réparation? Alors, on a culture. Je pense qu'il y a un gros travail de culture de l'ensemble de la chaîne des acteurs pour finalement réussir à réparer un produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire acculturer l'ensemble des acteurs internes, nos designers, nos ingénieurs conception, nos fournisseurs. Donc ça passe à travers aussi de la structuration, des contrats SAV qu'on va mettre en place avec l'ensemble de nos fournisseurs, et également l'ensemble de nos fournisseurs qui sont, comme vous le disiez, il n'y en a plus beaucoup qui sont en France, mais beaucoup qui sont en Asie. Et là, le travail culturel, il est important. J'y étais l'année dernière. On a demandé, je prends un exemple sur un appareil électroportatif, d'avoir une trappe d'accès pour pouvoir changer facilement les charbons. L'industriel en face, on est le seul à lui demander. Mais il ne comprend pas en fait, donc il faut qu'on lui explique le sens de tout ça pour que chaque acteur justement retrouve un peu le sens pour avoir à la fin un produit qui soit réparable. Deuxième, donc on acculture beaucoup, on structure, ça passe par plusieurs chantiers. On structure nos systèmes d'information, parce que le secret de la réparation, pour moi, c'est d'avoir accès à la bonne information au bon moment. Et le choix, quand vous êtes un distributeur, de réparer plutôt que d'échanger, ça se passe très vite. Si vous êtes au point conseil, vous avez 10 clients, vous avez tous vécu cette situation dans un Leroy Merlin ou dans une autre enseigne, mais vous avez le conseiller de vente qui est débordé, qui se retrouve avec 10 personnes, ce sera toujours plus simple pour lui d'échanger plutôt que réparer s'il n'a pas accès tout de suite à la bonne information. Et donc ça, on structure cette information-là avec des systèmes d'information qu'on est en train de déployer dans chacune de nos enseignes, en France et à l'international. Deuxième point, c'est la pièce détachée, puisque sans pièce, on n'arrivera pas à réparer. Et donc là, ce sont des gros challenges. Comment on arrive à livrer dans un délai raisonnable une pièce détachée partout dans le monde. Le troisième sujet, c'est la capacité de mettre en place cette pièce détachée. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a l'autoréparation. Donc là, on travaille notamment avec Spareka en France pour apprendre à nos clients à réparer. Ça touche un peu à l'acculturation, mais c'est un peu ce qu'on a réussi sur le bricolage. Donner confiance aux gens pour faire par eux-mêmes, c'est notre métier, et on espère qu'on arrivera à le faire sur la réparation. Mais ça nécessite d'être structuré en amont, d'avoir accès aux pièces, d'avoir l'accompagnement pédagogique, notamment voilà, le partenariat qu'on fait avec Spareka. Et puis dans certains cas, la réparation par le particulier ne sera pas possible, puisqu'on est sur des produits sécuritaires, des produits techniques, et le challenge va consister à s'entourer d'un réseau de partenaires et d'un écosystème de partenaires pour pouvoir réparer nos produits en France, mais également à l'international. Je pose une question au tac au tac. Comme vous avez la chance d'être un groupe mondial, vous avez un peu ce benchmark culturel. Où est-ce qu'on est la France par rapport à d'autres pays? Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus à la pointe? Alors moi je trouve que la France et l'Europe, la France surtout est plutôt leader. C'est mon ressenti, leader sur ces sujets-là, ce qui est très bien, et je pense qu'on peut tous être fiers de ça. L'Europe de l'Ouest suit sur le sujet. En Europe, plus de l'Est et en Russie, en fait, et c'est pour ça que l'acculturation c'est hyper important, on n'est pas au même stade de consommation. Avoir son caddie rempli, c'est un peu la priorité des consommateurs, plutôt que mieux consommer.
Voilà un peu mon ressenti et ce que je vois quand je me balade dans ces pays. Et avec les fabricants de vos marques propres, est-ce que là, vous avez des vraies marges de manœuvre pour faire avancer les choses, ou vous sentez un peu une résistance, ils ne comprennent pas trop de quoi on parle? Alors oui, on a de vraies marges de manœuvre. Après, le challenge, c'est chez nous, comment on se structure pour leur imposer le fait d'avoir des produits réparables, et comment également financièrement on change nos modèles économiques pour financer l'ensemble de ces services qui vont permettre de réparer le produit. C'est-à-dire avoir une logistique de pièces détachées, avoir des réparateurs, tout ça, ça coûte. Et donc ça nous challenge pas mal sur la rentabilité, notamment de nos marques propres. Mais j'imagine que vous avez fait vos calculs et vous sentez que d'aller dans cette direction, malgré tous les coûts que ça engendre en termes de logistique de pièces détachées, de culturation, etc., il y a quand même un intérêt économique à aller dans cette direction. Oui, alors on apprend en marchant, en toute simplicité et humilité. Les calculs de rentabilité économique, quand on a un renouvellement de gamme de 30% par an et des dizaines de milliers de références, aujourd'hui c'est des choses qui sont complexes à mettre en œuvre. Mais dans tous les cas, on a de fortes convictions, au-delà de la rentabilité économique, on a de fortes convictions et on y va. Et alors, je vous disais qu'on a culturé, qu'on structuré, on expérimente également de nouvelles choses pour apprendre, parce qu'il y a peut-être d'autres solutions à la réparation formelle, standardisée par nos services ou par des partenaires. On expérimente des choses comme on a organisé avec nos collaborateurs et également nos clients des repair cafés dans plusieurs magasins. Et on expérimente prochainement également la vente d'occasion. Voilà. Et j'ai oublié de dire que vous étiez, votre groupe, dans le club de la durabilité de Hop. Alors, en quelques mots, quels sont vos engagements à l'intérieur de ce club et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, oui, nous sommes partenaires depuis 1 an du Club de la durabilité, et partenaires et acteurs. Qu'est-ce qu'on y trouve ? On y vient pour partager et apprendre, puisqu'on n'a pas toutes les solutions. Ces sujets dont on parle, c'est complexe, c'est technique, c'est challengeant. Donc on y vient pour se benchmarker, pour être aussi challengé par Laetitia et Adèle sur nos objectifs, puisqu'on s'est engagé sur des objectifs. Voilà. Super. Écoutez, merci Pierre. Geoffroy Malater, donc vous êtes fondateur de Spareka et directeur de la société. Vous avez senti parmi les premiers que c'était important d'aller dans la direction de la réparation et surtout de la pièce détachée, qui est un des leviers majeurs de la réparation. Racontez-nous un peu cette histoire. Bonjour Émile. En 2012, on ne parlait pas beaucoup d'obsolescence programmée et j'ai lancé Spareka parce qu'en fait on a été, comme tous, frappés par le fait que la moitié des appareils qu'on jetait étaient réparables. Et quand on pose la question aux consommateurs, et là j'abonde dans le sens de Christian et d'Erwan, le principal frein, c'est le coût. Ça coûte cher de réparer. En fait, c'est pas que ça coûte cher, mais c'est que proportionnellement, ça coûte trop cher par rapport au prix d'un appareil. Alors, moi j'étais déjà entrepreneur depuis 2006, et on avait fait des choses comme ça pour aider le consommateur à s'affranchir en fait, finalement d'une tutelle qu'on lui avait mis autour de la façon de faire lui-même. Et en 2012, on a lancé Spareka sur un concept hyper simple d'auto-réparation en 3 étapes. Une première étape, le diagnostic, parce que si vous avez votre téléphone dont l'écran est cassé, vous savez quoi faire. Mais si vous avez une flaque d'eau en dessous de votre lave-linge, c'est un petit peu plus compliqué. Donc nous, on pense que la première étape, c'est le diagnostic. C'est comment vous accompagner à identifier la panne. Et là-dessus, on fait beaucoup de pédagogie. D'ailleurs, vous pourrez nous retrouver demain à la Cité des Sciences où on anime un atelier avec des enfants. J'y reviendrai. C'est très important pour nous, la pédagogie, et notamment dès le plus jeune âge.
Puis une deuxième partie qui est les pièces détachées. Bien sûr, dans la majeure partie des cas, il faut utiliser une pièce détachée, mais beaucoup de pannes ne nécessitent pas de pièces détachées. On en parlait tout à l'heure, soit c'est des problèmes de maintenance, soit c'est juste des choses bouchées. Et donc dans ce cas-là, il faut quand même avoir des tutoriels, un petit peu d'aide. Et puis une troisième partie, ce sont nos vidéos. Dès le départ, on a souhaité accompagner le consommateur avec des vidéos, et aujourd'hui on a la première chaîne de réparation sur YouTube avec plus de 20 millions de vues et plus de 50 000 personnes qui nous suivent. Alors, dans le fond, comment est-ce qu'on arrive à aider les gens à auto-réparer? D'abord, en luttant contre ce qu'ils ont en tête et qui a été répété religieusement par les fabricants, qui était surtout ne touchez pas à votre hublot de lave-linge, vous allez mourir. Et puis ensuite, par le distributeur qui disait surtout prenez une extension de garantie parce que la panne va arriver le lendemain de la fin de votre garantie et si vous y touchez, vous risquez de mourir. Donc notre travail, c'est de montrer que la réparation c'est facile. Nos tutoriaux sont certainement notre meilleure vitrine pour ça. C'est d'accompagner les gens, alors soit à travers les diagnostics comme j'en parlais, mais soit aussi avec des visios. Et puis c'est de leur montrer que c'est moins cher. Parce que finalement, lorsque vous réparez vous-même en quelques minutes, parce que là je suis en train de parler de 80% des pannes qui prennent quelques minutes, 15 tout au plus, vous divisez le prix de la réparation par 3 ou 4. C'est-à-dire là où on part d'une réparation autour de 130, 140 €, on arrive à une réparation à 40 € TTC livrée chez vous en 48 heures. Du coup... Et puis, j'ajoute, la satisfaction qu'on a réussi à réparer. J'ai réparé mon four il y a 2 semaines. La preuve, je vous en parle, tellement que je suis fier et j'en parle à tous mes collègues. Voilà. Bien sûr, et avec l'ADEME, on a fait cette petite étude, et c'est remarquable, retenez ce chiffre-là, mais 99% des personnes qui ont réparé une fois veulent continuer à réparer. Donc, finalement, moi, mon premier frein, c'est le changement, et j'appelle les pouvoirs publics à nous aider dans ce qui va arriver dans les mois qui viennent pour mettre au goût du jour la réparation, bien sûr, mais aussi l'auto-réparation, pour qu'on puisse changer ce mindset. Combien de fois je suis entouré parfois en dîner de ville de gens qui disent « Ah oui, bien sûr, il y en a certainement qui le font, mais moi certainement pas. » Nous, on travaille pour, bien sûr, tous ceux qui y pensent, tous ceux qui sont bricoleurs, tous ceux qui vont dans les Leroy Merlin, et je remercie Pierre de la confiance qu'il nous a fait pour qu'on puisse travailler ensemble, mais aussi tous ceux qui ne s'imaginent pas le faire. Et il y en a de plus en plus. Et donc, si chacun de vous, ce soir, à table, avec votre famille, vous évoquez le fait que la prochaine fois que vous avez une panne, vous essayerez de réparer, et voilà, on aura fait un petit pas en plus vers cette société plus responsable, plus durable. Alors, moi je note que pour développer la réparation en France, il y a quand même ce fameux seuil symbolique. D'ailleurs, je crois que c'est l'ADEME qui l'avait identifié. Si la réparation coûte plus cher que 30 à 40% du prix du neuf, vous avez tendance à racheter neuf en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut tout faire pour faire baisser ce prix symbolique, et pour ça, on a besoin de tout le monde, de l'éco-conception, mais aussi de la réparation chez des réparateurs agréés. Mais aussi, il faut le dire, on n'en a pas encore parlé, des réparateurs indépendants, et en complément, l'auto-réparation. On est d'accord que ces 3 secteurs, on va dire, peuvent cohabiter et doivent cohabiter. Bien sûr, l'auto-réparation va prendre une part importante de tous les appareils qui sont jetés parce que le coût de la réparation aujourd'hui est trop cher. Va prendre aussi une part importante de tous ceux qui se sont dit, en fait, j'ai pas les moyens de réparer, parce que une panne finalement c'est jamais budgété, et du coup vont trouver d'autres solutions certainement pas adéquates, et vont finir par acheter un produit non réparable pas cher. L'autoréparation, c'est une brique parmi les autres, et là-dessus, ce qui est très important et ce qu'on porte à la fois dans le groupe de travail et puis après dans les travaux dans le cadre de cette fameuse loi, c'est qu'il y ait une disponibilité des informations. C'est qu'il y ait une disponibilité des pièces détachées. On se bat encore avec des fabricants qui nous disent « Ah, alors, est-ce que vous vendez mon produit ?» Non, moi je veux acheter des pièces détachées pour qu'on puisse le réparer. Ah non, alors si vous ne vendez pas mon produit, je ne vous vendrai pas de pièces détachées. On doit en finir avec ça.
il doit y avoir, dès le départ, une conscience que lorsqu'on vend un produit, ce produit, il doit être réparable. Peut-être qu'il y a certaines limites, soit de temps, soit de technique, qui fait qu'on doit naturellement pouvoir aller voir un réparateur, mais on doit pouvoir soi-même le faire. Et je pense que ça passe par aussi de la pédagogie, j'en parlais tout à l'heure, aller dans les écoles, et pas forcément que les lycées techniques, mais aller dans les écoles et dans les collèges, il y a des profs de techno, ces profs de techno-là, ils doivent aussi montrer que finalement, on peut réparer soi-même, que c'est assez facile, et peut-être que dans un programme pédagogique, avoir quelques heures de cours sur comment changer une courroie de lave-linge, ça montrait à tout le monde que finalement, c'est tout à fait possible. Ceci dit, je dois quand même voir le chemin qui a été fait depuis 2012 pour avoir un petit côté positif autour de ça. C'est que les fabricants ont tout à fait conscience que lorsque maintenant un consommateur, un de leurs clients, se trouve devant une panne, si il n'arrive pas à réparer parce que le fabricant n'a pas mis à disposition un certain nombre d'informations, ils ont une mauvaise image de la marque. Et il y a un risque fort pour que la prochaine fois, ils changent de marque. Et on travaille de plus en plus avec les fabricants, donc je pense qu'il y a quand même un état d'esprit qui a changé, qui va dans le bon sens. Et voilà, j'espère que je lance un appel à l'ensemble des fabricants pour qu'ils suivent cet appel. Alors Geoffroy, j'ai le plaisir de te dire que tu as été entendu au moins par les sénateurs, puisque j'ai cru voir passer un amendement qui disait que désormais, dans les programmes scolaires, il devait y être inclus une initiation à la réparation. Donc la question de la culture de la réparation avance. Et aussi un amendement, et je crois que c'est Hop qui l'a proposé, sur l'interdiction de mettre des obstacles par les fabricants aux réparateurs non agréés et à l'autoréparation. Par exemple, s'ils veulent avoir les pièces détachées ou s'ils veulent avoir des informations ou des outils, ils ne doivent pas être discriminés par rapport au réseau agréé. Je vous laisse rebondir, Christian. Oui, parce que je pense que c'est en travaillant aussi avec Hop et d'autres organisations, on a anticipé donc ce sujet, puisque d'ici la fin d'année, sur le site Écosystème aujourd'hui, quand vous cherchez pour la réparation, on vous donne les réseaux de réparation des fabricants et des distributeurs. Les réseaux agréés, grosso modo, on va dire. Et en fait, depuis longtemps, on avait une difficulté à trouver comment certifier, parce que les réparateurs indépendants, il y a des entreprises qui sont parfaites, super, très bien, très organisées. Et puis, il y a aussi des margoulins. Enfin, sincèrement, ils sont très connus dans le domaine de la serrurerie. Quand vous êtes un dimanche, vous avez perdu vos clés, vous connaissez l'histoire. Mais dans la réparation, même d'électroménager, il y a aussi ces situations. Donc on a trouvé un moyen de mettre donc sur notre site avec quelques critères qui sont assez simples. C'est une couverture par une assurance responsabilité civile professionnelle, le respect des obligations du code de commerce et une habilitation électrique. C'est-à-dire si un réparateur indépendant répond à ces trois critères, et c'est un organisme, c'est une organisation indépendante qui le fait, nous, on va lister ces réparateurs indépendants sur notre site. Et ils vont être accessibles, donc c'est probablement pas loin de 6000 professionnels, parce que le travail a été fait, 6000 professionnels qui vont être enregistrés sur notre site en plus des réseaux existants. Et donc accessible par géolocalisation, par entrée type de produit, par entrée marque, fabricant, enfin ainsi de suite. Et on a décidé de mettre à disposition, puisque toute cette base de données est importante, de la mettre à disposition de l'ADEME par web service, ce qui fait que l'ADEME sur son site, on a travaillé aussi avec l'ADEME sur le sujet, va pouvoir afficher aussi ses réseaux de réparation. Et donc ça, je sais pas, mon équipe me dit fin novembre, début décembre, mais en tout cas, ça va être en ligne sur le nouveau site d'Écosystème. Merci. Pardon, avec la CMA. Ah oui, donc, et ça, on sera en anticipation de la loi, donc c'est très bien. Donc on a bien compris l'importance de faire coexister les réparateurs et l'autoréparation, le développement de l'autoréparation. C'est le message, j'imagine, que tu portes dans le club de la durabilité. Spareka fait aussi partie. Oui, on fait partie des premiers membres. Merci Laetitia
nous y avoir accueillis dès le départ. Et on a vu petit à petit le panel augmenter de manière remarquable. C'est un sujet qui intéresse. Nous, on y va pour partager nos préoccupations avec les fabricants, mais on y va aussi pour réfléchir ensemble. Et comme le disait Pierre tout à l'heure, en fait, il y a quand même beaucoup d'envie. Et comme ce sont des grands groupes, bah, parfois c'est un petit peu long pour arriver jusqu'au cerveau. Du coup, plus on le répète, plus ça arrive vite. Le cerveau à la holding. À la holding, j'entends, celui qui décide, quoi, qui signe à la fin. Et du coup, c'est des moments de partage passionnants. Et je pense qu'en fait, on a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, donc on sera au prochain, évidemment. Eh bien, c'est super et on est très, très content de vous avoir à bord. Alors, pour finir, j'aimerais vraiment que vous puissiez, Ondine et Jean-François, nous parler de votre projet qui est formidable parce qu'il permet justement de développer ce volet formation à la réparation et réemploi. Et la mairie de Paris et Pôle emploi se sont associés pour mettre ça en place. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, donc on a lancé, la ville de Paris a lancé en 2017 un programme de formation professionnelle qui s'appelle Paris Fabrique au métier de la transition écologique dans le but de faire monter en compétences des demandeurs d'emploi sur les nouveaux métiers. Donc aussi bien dans le secteur de l'économie circulaire, les nouvelles mobilités avec par exemple des mécaniciens réparateurs cycles et la fabrication numérique pour par exemple fabriquer des pièces uniques pour pouvoir réparer son lave-linge, son sèche-cheveux ou autre. Et donc c'est un appel à projet annuel qui est lancé en partenariat avec Pôle emploi, qui permet, donc dans la première édition qui a été lancée en 2018, de former 550 personnes avec 15 lauréats pour vous donner un ordre de volume. Et donc on développe en parallèle l'écosystème parisien sur ces nouveaux secteurs, donc de la formation professionnelle en accompagnant des nouveaux organismes qui se sont lancés dans ce champ-là, jusqu'à la concrétisation de pactes avec des entreprises partenaires qui permettent d'embaucher, de les sensibiliser également à ces nouveaux secteurs, à ces nouveaux métiers qui sont généralement méconnus du grand public et parfois même des entreprises. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? C'est une entreprise qui vient vous voir pour vous dire j'ai des besoins en formation. Est-ce que vous pouvez nous développer le cheminement ? Alors on a plusieurs possibilités. Donc on lance un appel à manifestation d'intérêt auprès des entreprises qui peuvent venir nous voir pour nous dire qu'il manque des personnes formées au métier du vélo, au bottier artisanal en réemploi par exemple. Et donc dans ces cas-là, on peut co-construire des formations avec l'entreprise et avec un organisme de formation dans ces secteurs pour former le nombre de personnes adaptées aux besoins des entreprises. Ou c'est des organismes de formation qui identifient dans leur champ de compétences ce manque de compétences et le manque de candidats pour répondre à ces nouveaux besoins dans ces secteurs. Et dans ces cas-là, ils nous proposent une formation dans le cadre d'un appel à projet. Jean-François, quelles sont les perspectives d'emploi dans l'économie circulaire ? Et bon, comme le nom de la table l'indique, en particulier dans le réemploi et la réparation. Vous avez identifié, vous qui êtes en première ligne ? Oui, bonjour à tous. Alors sur ce qui concerne l'économie circulaire, les perspectives d'emploi sont plutôt encourageantes. On a des tendances globales qui sont assez positives, même si on n'a pas un chiffrage précis par secteur. C'est une des raisons pour laquelle Pôle emploi Paris s'est associé avec la ville pour ce projet Paris Fabrique. Aujourd'hui, on a constaté que certains métiers sont en pleine mutation et d'autres émergent. On pense à la filière de l'éco-conception, de la fabrication numérique, tout ce qui est réemploi et consommation responsable. Et l'allongement de la durée de vie des produits va impacter certaines filières métiers. On pense au métier du vélo. Tout ce qui concerne la réparation de vélos, on va voir apparaître des encadrants de sites, des responsables de réparation technique. Tout ce qui concerne le recyclage, la valorisation des déchets, qui impacte aussi sur la filière de l'emploi. Et enfin, les futurs agents, donc futurs agents valoristes de réemploi, les ingénieurs en projet de seconde vie. Donc ça concerne toute la filière de formation infra-bac à bac plus 3, 4. Et l'économie circulaire
peut avoir des effets bénéfiques sur la qualité et la durabilité des emplois. Du coup, ça va aussi certainement impacter sur les emplois locaux, et notamment le territoire parisien et au-delà francilien. Donc, Pôle emploi accompagne les structures qui sont souvent issues du milieu associatif, dans l'ingénierie pédagogique, dans l'innovation sur la formation, et aussi l'accompagnement des personnes en difficulté d'insertion, très éloignées de l'emploi, et les personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc du coup, on s'engage aussi à accompagner non seulement les structures de formation qui subissent une mutation vers la transformation en organisme de formation, et les demandeurs d'emploi qui souhaitent s'orienter vers ce secteur. Donc ce beau projet, La Fabrique, en partenariat avec Pôle emploi et la mairie de Paris, moi je peux vous dire, je travaille avec pas mal d'entreprises de la réparation, et c'est un véritable besoin en France d'avoir des réparateurs formés, et tous les métiers de l'économie circulaire, c'est en pleine explosion, et donc je pense que vous êtes vraiment au cœur de quelque chose de passionnant. Et si dans la salle il y a des entreprises qui ont besoin de formation, vous savez maintenant à qui vous adresser. La Fabrique. On va aller aux questions parce qu'il est déjà midi, on a jusqu'à 12h20 sous le contrôle des organisateurs, donc on a 20 minutes de questions. Merci. À nouveau, Eugène Guien, j'ai fait une thèse sur l'obsolescence. Ma question s'adresse plutôt à M. Fanjat, mais peut-être que d'autres personnes ont la réponse. Je me demandais pourquoi le nombre de produits concernés par l'indice réparabilité avait été réduit à ces 5 produits qui ont été cités, donc smartphone, machine à laver, tondeuse à gazon, etc. À l'origine, c'était un indice réparabilité pour les produits en général, puis on a eu produits électroménagers et électroniques, et finalement on arrive à ces 5 produits-là. Pourquoi cette réduction, et pourquoi cette réduction à ces produits-là? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Merci. Alors, au départ, l'idée, c'était pas forcément d'aller vers tous les produits. Pourquoi ces produits-là? Parce que, en fait, avec le CGDD, au démarrage des travaux, on a demandé aux différentes fédérations professionnelles de s'engager, et voilà, il y a 5 familles de produits qui ont émergé avec des fédérations, enfin pas que des fédérations, les distributeurs, les fabricants, etc., sur ces 5 grandes familles de produits qui représentent aussi un peu le différent spectre des équipements qu'on peut retrouver dans la maison. Mais l'idée, c'est pas que ça s'arrête. Au démarrage en 2021, ça sera sur ces 5 familles de produits. Mais à partir du moment où on a la méthodologie, elle est calée, avec, je le disais, sur les 5, il y a 5 critères. Sur ces 5 critères, il y en a 4 qui seront génériques. Donc d'autres acteurs, s'ils veulent s'engager dans la démarche, pourront reprendre la méthodologie et mettre en place un indice de réparabilité sur d'autres familles de produits. Oui, bonjour, Pierre Parot, journaliste. J'aimerais savoir s'il pourrait être fait quelque chose contre les escrocs de la réparation et du dépannage, donc, qui ont été un peu évoqués tout de suite, mais ce n'est pas un mince problème, et ce n'est pas à prendre à la rigolade. À la minute qu'on vit actuellement, il y a peut-être 1000 personnes, notamment âgées, qui sont en train de se faire escroquer par des serruriers, par des faux serruriers et des faux plombiers, entre autres. Et je trouve que c'est un énorme problème face à la réparation, puisque c'est de la fausse réparation, ça éloigne les gens de la réparation, et il y aurait face à ça à trouver des réparateurs extrêmement honnêtes, par exemple pour les joints de chasse d'eau, pour prendre un sujet très très basique. S'il y avait des changeurs de joints de chasse d'eau qui circulent à vélo et qui soient des réparateurs honnêtes, pour lutter contre ceux qui remplacent pour 1 000 € des chasses d'eau chez les personnes âgées. Donc ça, c'est une énorme pollution du secteur de la réparation et du dépannage, et le législateur ne fait rien sous couvert de la liberté des prix.
Parce qu'on a le droit de vendre une serrure 1 000 €. Et c'est pas, je voudrais que quelqu'un trouve une solution pour qu'on n'ait plus le droit de vendre une serrure 1 000 € un dimanche, comme on disait, en cas de blocage. Et puis ma deuxième question, c'est qu'en période préélectorale, que peut-on trouver dans les programmes pour les municipales, que peuvent faire les villes, en dehors de ce qu'on vient de voir pour la ville de Paris, pour faciliter le secteur qui nous intéresse, mise à disposition de locaux, etc. En quoi les villes pourraient être beaucoup plus utiles pour le secteur de l'économie circulaire et de la réparation? Alors moi je peux répondre à la première question, mais partiellement. C'est-à-dire que nous, distributeurs, on est sélectionneurs de notre offre de produits et de services. Et en fait, la garantie de service qu'on va offrir, quand on offre un service de réparation à travers un partenaire tierce, en fait, on engage notre marque. Et c'est pour ça que dans notre stratégie, on veut garder la relation client. Puisque c'est un moyen de commerçants, de continuer à capter nos clients, mais c'est aussi un moyen d'assurer un niveau de service et de nous engager sur ce niveau de service-là. Et du coup, de monitorer notre réseau de partenaires. Et on aurait le cas d'un partenaire qui n'a pas la qualité de service attendue ou pas les prix attendus, et bien en fait, il va sortir de notre panel de partenaires. Par le biais de l'annuaire, s'il devient une référence, l'annuaire de la réparation, pour les produits, ils sont limités aux produits électriques et électroniques. Je pense qu'on aura le rôle aussi de, si on a des retours négatifs sur certains réparateurs, de les sortir de cette banque de données, parce qu'on ne peut pas garder des acteurs. Mais c'est pour ça qu'on a un minimum de requêtes pour faire partie de cette banque de données accessible à l'ensemble de la population. Et en même temps, on n'a pas ce contrôle. Donc après, c'est les plaintes que peuvent faire les consommateurs à la DGCCRF et ainsi de suite. Pour répondre à la deuxième question et les municipales, hier j'étais aux Assises de Nantes qui réunissaient de nombreuses collectivités locales. Et je peux vous dire que c'est un sujet majeur pour elles parce que c'est aussi source d'emploi. Et Dieu sait si aujourd'hui les élus locaux sont à la recherche de création d'emplois dans leur collectivité, alors que ce soit de l'emploi avec des dimensions sociales, réinsertion, puis des emplois et la réparation. Enfin, moi j'étais impliqué dans Envie avant de diriger Écosystème, étant fabricant, puisque j'étais administrateur de la fédération Envie, donc qui aide par la réinsertion des personnes à retrouver un emploi et sur un parcours de 2 ans. Donc nettoyer l'électroménager, puis le réparer, puis au final, au bout de 2 ans, être capable de réparer un réfrigérateur, puisqu'il y a des complexités avec les gaz et ainsi de suite. C'est une certaine fierté de remettre des personnes avec une qualification et un emploi derrière. Donc il y a différents types d'aides, différents types d'approches. Et en général, les collectivités sont très soucieuses justement parce que souvent pour ces organisations, le problème c'est d'abord le foncier et d'avoir accès à des locaux à un prix raisonnable. Donc comme tout à l'heure, il y a une intervention qui nous disait qu'il y avait plein de locaux disponibles. Je pense que les collectivités locales peuvent contribuer et sont très soucieuses de ce sujet. Erwan, vous vouliez dire un mot? Ouais, sur cette question locale, nous travaillons à l'ADEME sur un label économie circulaire à destination notamment des collectivités. Et donc pour obtenir ce label économie circulaire, il faut obtenir un certain nombre de critères. Et parmi les critères, il y a le développement de la question de la réparation. Donc il y a un travail qui est en cours et qui va être bientôt finalisé avec des communes labellisées économie circulaire. Plutôt des collectivités, pas des communes. Oui. Bonjour, Mélisse Azil, je travaille pour ECOS, une ONG environnementale basée à Bruxelles. Et mon travail, c'est d'influencer les législations qui sont développées sur l'éco-conception et l'étiquetage énergétique pour les produits électroniques au niveau européen.
Ma question porte sur l'indice de réparabilité, parce qu'il y a un score de réparabilité qui est aussi développé en ce moment au niveau européen, enfin qui est en développement. Et donc j'aimerais savoir comment cela va s'articuler avec l'indice de réparabilité dont on discute en ce moment en France, et si l'un va s'additionner à l'autre, ou si l'un va être remplacé par l'autre. Est-ce que vous avez pris en compte les travaux européens dans le développement de votre indice, et est-ce que également les travaux français permettent de contribuer aux travaux européens? Merci. Ouais. Alors évidemment, c'est une bonne question. Donc évidemment, nous travaillons avec aussi la Commission et tous les travaux qui peuvent être faits, notamment par le JRC, sur cette question de l'indice de réparabilité au niveau européen. Et donc on s'est très largement inspiré des premières pistes d'action et des travaux qui ont été faits. Et on s'est aussi, Christian l'a rappelé tout à l'heure, largement inspiré des directives éco-design qui ont été votées il y a 2 jours, avec effectivement pour la première fois la question des ressources qui est pris en compte, et la question de la disponibilité des pièces détachées à 10 ans, la question de la documentation à 10 ans. Ça, c'est partie prenante des indices. Et l'objectif aussi de cet indice de réparabilité, c'est à terme peut-être d'intégrer l'étiquette énergie. Et donc, adossé à l'étiquette énergie, on aura aussi une information sur la réparabilité au niveau européen des produits. Je reviens sur le propos de Thierry Libert tout à l'heure. En fait, est-ce que le pays attend l'Europe ou l'Europe attend le pays? Donc là, moi je suis témoin au niveau européen que la France est plutôt en pointe sur ce sujet. Je crois qu'il y a 5 ans en Europe, on ne parlait pas d'obsolescence. Aujourd'hui, c'est monté par toutes les interventions qu'il y a eu en France grâce à HOP et d'autres organisations. Pareil sur la réparabilité, pareil sur un certain nombre d'autres sujets. Et du coup, moi je suis fier d'être français parce que de voir que le pays est moteur en Europe sur ces sujets. On n'a pas toujours été bon à Bruxelles pour influencer, mais je trouve que sur ce sujet, la France a été très moteur. Et on a pris je vous parlais de la modulation, il y a un certain nombre de sujets. Donc je crois qu'il faut que le pays nourrit l'Europe et l'Europe se nourrit de ce qui se passe dans le pays. Mais bon, il faut avancer en parallèle, mais on ne peut pas toujours attendre ce qui se passe à Bruxelles, parce que des fois les processus sont très longs, je crois que vous le connaissez bien. En complément, ces 3 règlements d'application de la directive éco-design qui sont pour le coup en avance, donc l'Europe est en avance, et qui impose sur ce point-là, qui impose la disponibilité des pièces détachées pour certaines 7 ans, pour d'autres 10 ans, avec une liste précise, les outils de réparation, les plans, et ça pour les téléviseurs, je crois, frigidaires et machines à laver. Donc là, on a déjà une belle avancée. Ouais. Et donc l'indice de réparabilité, il se base sur la liste des pièces, il se base pour la disponibilité des pièces détachées, par exemple les lave-linges, la date plancher, c'est 10 ans. En dessous de 10 ans, on a 0. Au-dessus, on a les points. Donc on s'est vraiment inspiré des travaux européens sur les familles de produits où il y a des choses européennes. Et je fais le pari ici que dans plusieurs années, alors j'espère le plus rapidement possible, l'indice de réparabilité va aussi déboucher sur un indice de durabilité, parce qu'un bien réparable, c'est chouette. Un bien qui dure longtemps, c'est encore plus chouette. Et pour ça, il y a une première avancée qui a été intégrée par les sénateurs, encore eux, dans le projet de loi économie circulaire, c'est le compteur d'usage. Ça, je sais que c'est quelque chose que HOP portait depuis longtemps, parce que dès lors qu'on dit oui, mais un bien, il dure combien de temps? Forcément, sur une machine à laver, il y a des gens qui font 3 machines par jour, d'autres qui en font 1 par semaine. Et il manquait un outil pour apprécier la durée, c'est l'usage. Et avec ce compteur, qui va être obligatoire si cet amendement est maintenu à l'Assemblée nationale, on va avoir une première base pour pouvoir travailler sur un vrai indice de durabilité en complément de l'indice de réparabilité. Ouais. Alors, en complément sur le compteur d'usage aussi, l'intérêt majeur que j'y vois, c'est sur la question de l'entretien. Sur les voitures, on fait les révisions au bout de 20 000 km. Là, on pourrait très bien imaginer,
les appareils sont de plus en plus connectés, donc on pourrait avoir accès au nombre de cycles et prévenir l'utilisateur au bout d'un certain nombre de cycles. Attention, pensez à vidanger, etc., etc. Cette question de l'entretien, elle me paraît aussi importante et ça peut permettre de développer ça. De faire durer la vie. On a encore 7 minutes pour les questions. Et je vois beaucoup de doigts qui se lèvent. Rebonjour, donc Mathieu pour Reuse, les entreprises sociales européennes qui travaillent dans le domaine de la réutilisation et du recyclage. Désolé de revenir encore sur le sujet de l'éco-design au niveau européen. Juste une petite information, parce qu'effectivement ça évolue pas mal là-dessus. Mais il y a encore cette problématique. Donc dans la liste que vous évoquiez des pièces détachées auxquelles on peut avoir accès, il y a quand même une différence entre les réparateurs professionnels et les consommateurs. Donc une liste restreinte de pièces détachées accessibles pour les consommateurs et une liste un peu plus développée pour les réparateurs professionnels. On aimerait bien que cette liste soit plus ouverte pour le réparateur, pour le consommateur. Et aussi, juste pour prévenir que donc les prochains produits qui vont faire l'objet de cette réglementation vont être les sèche-linges et les aspirateurs. Donc s'il y a des spécialistes dans la salle pour ce genre de produits et qui voudraient contribuer à la politique européenne là-dessus, pour l'instant, les listes de pièces détachées accessibles pour les consommateurs pour ces deux produits est inexistante. On n'a que, pour l'instant, dans le projet de la Commission, le draft, on va dire, de la Commission, pour l'instant, il n'y a que des pièces accessibles pour les réparateurs professionnels. Donc ça serait bien de pouvoir les aider à développer cette liste pour les consommateurs. Et aussi, je voulais aussi avoir votre avis sur quelles sont les solutions qu'on peut apporter à cet argument qui revient souvent, effectivement, de en fait, vous risquez de vous tuer si vous réparez votre appareil tout seul, parce que c'est un argument qui revient très souvent et qui justifie justement l'existence de cette liste séparée pour les réparateurs professionnels, dont la définition est un petit peu floue pour l'instant d'ailleurs. Donc ça pourra être difficile pour certains réparateurs professionnels de justifier de cet aspect professionnel. Et en même temps, voilà, de savoir quelles sont les solutions possibles pour rétablir la confiance dans la possibilité pour les consommateurs de réparer leurs objets eux-mêmes. Merci. Geoffroy, peut-être sur la question de la confiance, parce que moi j'ai aussi souvenir là, du fameux micro-ondes qu'il ne faut pas réparer soi-même, sinon toute la famille meurt. Comment est-ce qu'on peut vraiment agir là-dessus? Alors, le sujet est d'un côté juridique et de l'autre côté pratique. Du côté juridique, il n'y a rien de clair. Et pourquoi il n'y a rien de clair? Alors on peut avoir deux opinions différentes, mais c'est parce qu'en fait c'est jamais arrivé. Bon, donc du coup ça nous donne déjà un premier élément de réponse. La deuxième chose, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, on peut demander à ce que le consommateur signe une décharge et s'engage. C'est pas le cas en France, et donc du coup en fait ça freine. Donc évidemment il y a des sujets soit à venir en jurisprudence, mais j'espère pas, soit au contraire à venir en termes de loi. Comment est-ce qu'on fait pour que ça soit pas dangereux? Évidemment, et à chaque fois, on débranche son appareil, et dans la quasi-totalité des cas, ça suffit. Je me souviens encore d'un reportage où justement une chaîne entre la 5 et la 7, pour pas la nommer, était venue faire un reportage pour dire attention, c'est dangereux quand même les gars. Et en fait, la dame avait laissé son sèche-linge branché. Donc oui, c'est vrai que si vous réparez avec une machine branchée, c'est dangereux. Et on le répète, et on le dit, et on le dira tout le temps. Mais dès que vous débranchez votre appareil, eh ben, l'ensemble de nos tutoriaux, et ils sont faits par des techniciens, vous montrent quels sont alors parfois les lunettes, parfois les gants, enfin, bref, les équipements qu'il faut mettre pour ne pas se couper, principalement. Mais on n'a jamais été dans une zone de danger. Alors, je pense qu'avant tout, c'est le bon sens qui prime. Et je touche du bois jusqu'à présent. L'ensemble des indications qu'on a pu donner ont toujours été respectées et suivies des faits, c'est-à-dire la personne a bien réparé sans problème. Donc je pense que voilà, c'est un doute qui plane et on joue là-dessus. Merci. On me dit à l'oreillette que je dois vraiment respecter les 12h20
sachant qu'il est 12h17, donc on est tous au même niveau d'information. Peut-être qu'on va prendre deux questions coup sur coup et on y répond. Et Erwan, à ce moment-là, tu pourras y répondre. Non, mais c'était très rapidement sur la question de la disponibilité des pièces aux réparateurs agréés, aux réparateurs indépendants ou au grand public. C'est pris en compte dans l'indice. Celui qui met à disposition que pour les réparateurs agréés, il a un tiers des points. Celui qui met à disposition pour tout le monde, il aura tous les points. Ah, super. Et moi, juste en 30 secondes, je fais le parallèle avec le bricolage. Construire sa maison, c'est un super challenge, ça fait peur aux gens, il ne faut pas que ça s'écroule. Réparer un produit, c'est un peu la même chose, quoi. Donc il faut qu'on arrive collectivement à communiquer l'ensemble des éléments pour que les gens prennent le pouvoir, n'aient plus peur, qu'il y ait un cadre réglementaire qui ouvre les choses, qui leur laisse la possibilité de le faire. Et on arrivera tous demain à réparer nos produits. Oui, il faut peut-être pas aussi nous infantiliser. On sait réparer, on peut le faire, il faut le faire. Donc, le message qu'il faut passer. Deux questions, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Olivia Chasset, Commission européenne, Direction générale de l'environnement. J'ai une question à vous poser pour savoir s'il y aurait des réflexions qui seraient entamées sur la manière d'intégrer des pièces qui seraient encore d'excellente qualité issues de produits en fin de vie, comme par exemple sur une voiture, tous les composants n'ont pas la même usure à l'issue de la vie globale du produit. On peut penser au châssis s'il n'y a pas eu d'accident et réintégrer ces éléments potentiellement dans des produits neufs pour essayer de limiter l'impact environnemental et notamment l'extraction de matériaux. Merci. Deuxième question. Et après, on clôture avec la conclusion. Oui. 3 questions, on me dit. D'accord. Bonjour, Joël Courret. Je m'exprime au nom de FEDELEC. FEDELEC, c'est la fédération qui représente les réparateurs dans leur ensemble. Ça en représente plus de 5000. À la rentrée, c'est-à-dire en septembre, nous avons été un peu surpris par le nouveau slogan d'écosystème. Et donc ma question s'adresse à Christian Brabant. Nous l'avons pris plutôt comme une provocation. Alors je vais vous donner le slogan. Le slogan, c'est « Le plus simple, c'est de recycler ». Nous travaillons sur la feuille de route depuis plusieurs années. On est normalement dans une démarche vertueuse. Comment peut-on dire en gros aux gens « Écoutez, le plus simple, c'est de jeter ». Voilà ma question. Okay, donc, pour la dernière question, Émile, bonjour. Alain Potreau du groupe SEB. Donc on fait effectivement partie des précurseurs en termes de réparation et de durabilité. Moi, je voulais juste avoir votre opinion très rapidement, ou voire pas d'opinion, mais que ça donne à réfléchir. Donc on parle de l'indice de réparabilité, j'ai entendu 89% des raisons pour lesquelles on ne répare pas, c'est le prix. J'ai entendu tout le monde parler de prix. Or aujourd'hui, globalement, l'indice ne va quasiment pas intégrer cette notion de prix, puisqu'elle va s'intéresser qu'à la notion de la pièce détachée, et elle va se mesurer, est-ce que la pièce détachée est accessible économiquement à un prix acceptable le jour où on achète un produit. Mais quand on achète un produit, le produit est garanti pendant 2 ans, donc en fait on s'en moque, pendant 2 ans, voire plus, 5 ans pour certains. Et quand on va avoir besoin de la pièce, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'y a aucun engagement, il n'y a rien de prévu dans l'indice pour ça. Donc est-ce que l'indice finalement ne va pas tromper un peu les consommateurs qui croiront acheter un produit vraiment réparable alors qu'ils n'auront pas les moyens de se permettre cette réparation, même si l'indice a 10 sur 10 sur un produit, puisque le prix de la pièce au moment où ils en auront besoin n'est pas inclus dedans. Donc je résume les 3 questions. Les pièces détachées d'occasion pour refabriquer du neuf, comment est-ce qu'on pourrait avancer là-dessus? Le nouveau slogan d'écosystème et la constitution donc, de cet indice avec peut-être des interrogations sur la notion de prix de la pièce détachée. Qui veut s'y coller en 30 secondes chacun ou chacune? Alors juste, j'avais pris le micro sur la récupération de pièces détachées parce qu'on expérimente la récupération de pièces détachées pour fournir justement des pièces détachées d'occasion pour la réparation. On n'en est pas encore à la refabrication. Bon, là, c'est un domaine qui me dépasse pour le moment. Sur le nouveau slogan, c'est pas le nouveau slogan. Le slogan existe depuis 6 ou 7 ans. Le plus simple, c'est de recycler. Il venait d'une
d'un constat qui était fait, mais surtout le mot recycler dans son sens général utilisé par les consommateurs. Quand un consommateur va à la déchetterie ou ramène un produit, il considère qu'il recycle. Et c'est-à-dire que pour nous, dans cette dimension recycler, c'est aussi réparer, réemployer, réutiliser, et au final, recyclage matière. Je sais que c'est ambigu, le slogan va changer, il y aura toujours le mot recycler, mais qui va plus expliciter cette dimension beaucoup plus large je ne peux pas vous le dire là, mais qui va aller dans un sens qui va donner une dimension beaucoup plus ambitieuse sur la partie, justement, non seulement recyclage matière, mais plein d'autres choses. Erwan, sur le prix. Donc évidemment, la question du prix, elle est centrale en tout cas moi je considère qu'elle est centrale dans la constitution de l'indice. Elle est aussi très compliquée à mettre en œuvre, et en ce moment, rien n'est arrêté. Il y a les discussions sont toujours en cours, donc si vous avez des propositions, elles seront les bienvenues. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est à la mise en vente pour le fabricant d'avoir un indice qui est facilement contrôlable sur la question du prix. Merci beaucoup, merci à nos invités. Je vous invite à rester sur scène et j'invite maintenant le président de l'association HOP, donc Samuel Sauvage, à venir nous faire la conclusion. Merci Émile, merci à tous d'être venus aussi nombreux pour ce... Vous m'entendez, oui. Pour ce 3e colloque de notre association HOP, où on a vu qu'on a eu à la fois autour de nous une exposition sur les produits inusables. Et les débats et l'exposition se parlent d'une certaine manière. On a un avant avec des affiches qui montrent la robustesse, la durabilité. Et finalement, cette mode du durable, elle n'a pas été durable, elle a été devancée par une course en avant de l'obsolescence programmée qu'on dénonce au sein de l'association. Une course en avant, évidemment, avec tous ces impacts climatiques, les déchets, sur les ressources. Mais en même temps, on a vu dans nos débats comment est-ce qu'il y a un maintenant. À côté de cet avant, il y a un maintenant, avec des entreprises qui s'engagent dès aujourd'hui pour la durabilité et qui, en fait, veulent rendre obsolète l'obsolescence. L'obsolescence programmée est amenée à devenir quelque chose d'obsolète. Et avec toutes ces preuves-là, de ces engagements qui commencent à porter leurs fruits, alors on reste lucide. On sait qu'on est sur une petite partie d'un marché où on a encore une fast fashion qui est complètement majoritaire, on a encore une fast consommation, si vous voulez, qui fracasse nos écosystèmes tous les jours. On a publié récemment un rapport sur les lave-linges où on voit que leur durée de vie a fortement décru, où on voit qu'il y a des obstacles à la réparation qui sont fréquents, on voit qu'il y a des publicités tous les jours qui nous incitent à renouveler nos appareils. On se souvient de la pub Cdiscount, par exemple, qui disait « Vous avez déjà un ordinateur, mais un accident assez vite arrivé, rachetez-en un », etc. On se souvient d'Apple qui fait ralentir nos téléphones, d'où les procès qu'on a menés avec également Émile, notre avocat. Donc, on est face à ce rouleau compresseur, mais en même temps avec cet espoir qu'on a discuté aujourd'hui pour se distinguer autrement. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à consommer plus de matière et à consommer et produire plus. Donc, il faut trouver de la valeur ajoutée autrement, dans la réparation, dans le réemploi, dans la fidélisation des clients, parce que les entreprises doivent continuer à vendre, mais plus sur cette exploitation de nos ressources naturelles. Donc, mais pour ça, on va avoir besoin du gouvernement, on va avoir besoin de cette loi, notamment dont on a parlé aujourd'hui. Alors, l'occasion de remercier le ministère et l'ADEME pour leur soutien, l'occasion de rappeler au gouvernement qu'on ne va pas les lâcher, d'une certaine manière, sur le fonds, par exemple, pour la réparation, pour rendre ces réparations moins chères. Peut-être sur l'indice aussi de durabilité, dans le sens où aujourd'hui, on est sur un indice de réparabilité, mais il faudrait que demain, on ait un vrai indice transparent sur est-ce que nos produits vont être durables. Parce que là, dans l'exposition, on a des allégations. Les marques disent « oui, c'est durable ». Peut-être qu'on peut faire mieux qu'avant et qu'on objective cette durabilité et qu'on le dise, voilà, on a noté et on vous dit ça vaut le coup puisque ça va durer. Il y a encore du chemin à parcourir.
Le 12 décembre, si vous voulez noter une date, le 12-12, il y aura les prix de la durabilité qui vont être remis ici même, présidés par Laetitia Vasseur, notre déléguée générale. Donc une belle manière de rendre visibles aussi ces alternatives. Merci évidemment à toutes les entreprises qui font partie du club, qui nous aident beaucoup à affiner notre réflexion. Parce que voilà, c'est quand on se confronte aux contraintes techniques des entreprises qu'on s'améliore et qu'on a des solutions plus concrètes. Et puis, merci voilà, à tous ceux qui nous soutiennent, à vous qui êtes venus, à l'équipe HOP qui a été très très active pour cette préparation, Laetitia, Indra, Adèle, Eric qui était dans la salle. Et je dis un dernier mot pour remercier chaleureusement Annie-Claude Elkaïm, qui peut venir à la tribune avec moi, parce que c'est grâce à elle, à des bénévoles comme elle, qu'on peut développer des expositions comme celle-ci. Donc c'est important qu'elle vous en dise un petit mot avant qu'on se quitte. Juste un petit mot, oui, je vais être bref parce que la matinée a été dense, pour vous inviter donc à regarder cette exposition que nous avons faite ici et où vous vous rendez compte que le durable n'est pas une idée neuve. Ces affiches des années qui vont jusqu'aux années 60 à peu près nous montrent que c'était un argument de vente, c'était le seul argument de vente. Le durable, l'inusable, l'incassable, etc. était en fait l'alpha et l'oméga d'un produit qui devait se vendre et se vendre bien, et c'était une valeur qui était partagée par tout le monde, par les consommateurs, qu'on n'appelait pas vraiment des consommateurs, mais aussi par les vendeurs. Alors, cette pub était donc... C'était presque de la réclame, on a beaucoup parlé ici de la pub, mais là c'était presque de la réclame. Peut-être que la différence entre la réclame et la pub, c'était que la réclame nous vendait un produit qui avait ses qualités, qu'aujourd'hui la pub nous vend du rêve de puissance, du rêve de beauté, du rêve de bien-être. Bon, ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir plus tard. Donc nous espérons que cette exposition va tourner pour dire au plus grand nombre, et notamment aux plus jeunes, que cette idée du durable et de l'inusable et d'exister avant, et que c'est donc ça vient pas de sortir et qu'il faut revenir à des pratiques plus vertueuses. L'intérêt, c'est qu'on se rend compte que c'était, somme toute, au regard de l'histoire, assez récent, les années 60. Bon, très bien, pour les très jeunes, c'est très très loin, pour les autres, ça l'est moins, mais on peut revenir à des pratiques plus vertueuses. Et alors, pour reprendre une expression qu'on aime bien employer à Hop, là, c'est pas demain qui sera mieux qu'aujourd'hui, mais peut-être demain qui sera mieux qu'hier. Voilà, regardez et merci à vous. Si vous voulez en savoir plus ou rejoindre le club, je vous invite à glisser le bulletin d'inscription qui est dans l'entrée, ou à glisser juste votre carte de visite et on vous recontactera. Merci.